Vous devez procéder? Oui. Bravo, on l'applaudit bien fort, elle doit procéder. Et je dois céder devant la menace armée. Ah, mais j'ai vu ça il n'y a pas longtemps à la télé, à quelqu'un qui tenait tout ça, sa couronne, c'était un peu plus fourni que ça. Hein. Je dois vous faire. Faire quoi? Je dois vous faire chevalier. Ça existe encore, ça, chevalier? Je crois que c'était fini depuis longtemps, il y a des petits-enfants qui en parlent, mais... Chevalier dans l'ordre du mérite. Ah! Attendez, j'ai un truc là. Attends, ça va pas du tout cette histoire-là. Je vois pas pourquoi ce serait toi qui devrait remettre la médaille à Dominique. Après tout, c'était moi qui étais président de la BF quand Dominique était mon fils. Et donc, normalement, c'est à moi que ça revient, ce truc-là. Non, c'est moi qui l'ai désigné auprès de la chancellerie pour lui remettre la médaille. Je veux pas tirer la couverture à moi, mais je rappelle quand même ici, je tiens à dire que c'est moi, quand j'étais président, qui ai fait la première demande pour qu'il ait cette médaille de chevalier de l'ordre du mérite. En plus, je suis un ancien escrimeur et je suis chevalier des arts et lettres, moi. Oui, mais il y a un protocole à respecter. On va faire autrement. Non, mais c'est quoi vos histoires de président, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, attendez. Moi, j'ai travaillé 10 ans avec Dominique. Je le voyais tous les jours. Et en plus, j'étais payé pour. Donc, je revendique. Pourquoi ce serait pas moi qui lui remettrais la médaille? Je suis en train de vous dire qu'il n'y a que moi qui puisse le faire. Et pourquoi? Non, mais Claire, tu peux pas comprendre, parce que ça, c'est quand même une histoire de camaraderie masculine, quoi. Enfin, avec mon petit Dom, là, quand même, on a traité de sujets tellement importants, quoi, que c'est quand même, c'est pas rien, quoi. En fait, tu peux pas te... Désolé Pascal, mais tout le monde sait que Dominique et moi, c'est une longue histoire de l'IABD, notre projet interassociatif. Voilà, donc ça date de ce moment-là. Et puis les histoires d'épée et de chevalier. Je suis désolé, mais c'est quand même des histoires de mecs, quoi. Faut arrêter. Non, mais sérieux. Vous vous entendez, là? Alors comme ça, hein, pour remettre une médaille, faut être conservateur, mâle et blanc. C'est ça? Non, mais... C'est moi qui remets la médaille. Ah ben pourquoi? C'est juste parce qu'il a donné ton nom sur un bout de papier, là, c'est ça? Et parce que t'es présidente, Parce que t'es une tu l'as femme. été. Parce que tu es plus grande que nous tous, là. C'est moi qui l'ai été. Alors... Bon, un peu de sérieux. Effectivement, il y a un protocole à suivre. C'est bien moi qui ai été désigné. Et donc, dans le protocole, je suis censée parler un petit peu de Dominique, expliquer pourquoi Dominique va avoir l'ordre du mérite et rappeler son parcours, parce que personne ne connaît Dominique ici, effectivement. Donc, je vais essayer de faire les choses à minima, correctement. Déjà, est-ce que vous saviez que Dominique était normand d'origine? Oui. Pas de surprise, etc. Mais c'est pas en Normandie qu'il a exercé quasiment toute sa carrière. Il a commencé, je ne me trompe pas, à Vanves, où tu es resté bibliothécaire pendant une quinzaine d'années à peu près, avant d'aller officier à la bibliothèque départementale du Val d'Oise, où tu as eu l'occasion effectivement de traumatiser Claire, manifestement. Et donc tu as fait le plus gros de ta carrière à la bibliothèque départementale de l'Oise comme directeur adjoint, Val d'Oise, pardon, directeur adjoint, directeur, et puis après on en reparlera à nouveau directeur adjoint.
On te connaît essentiellement pour ton grand investissement dans les associations professionnelles. Bien sûr, l'ABF, dont tu as été vice-président quand Pascal était président, mais tu as été aussi le président de cette association, l'IABD. Tu as été vice-président de l'ADBDP aussi, donc anciennement ABD. Président de BIP Sud 92, donc du national, du régional, bien sûr au groupe Île-de-France de l'ABF. Et tu es passé aussi par un certain nombre de groupes de travail, de commissions, donc certaines où tu es encore en place, le groupe de travail bibliothèque en réseau de l'ABF, la commission ressources humaines et formation, et bien sûr tu es membre du comité d'éthique de l'ABF qui fait beaucoup pour les collègues justement qui sont en difficulté, que ce soit sur les collections ou d'autres thèmes. Donc, bon, j'ai noté tout un... En fait, si on reprend toutes tes activités, je pense qu'on y sera encore pendant un certain temps. C'est aussi quelque chose enfin, qui... Voilà, un petit point qui nous a marqué. Tes talents de dessinateur. Vous avez vu tout à l'heure un petit dessin, c'est vrai qu'à chaque fois tu illustres les propos dans tes nombreuses interventions qu'on suit depuis longtemps. Moi, la première fois que je t'ai rencontré, c'était en 1994. Congrès ABF de Clermont-Ferrand, mon premier congrès. Je débutais dans le métier, j'étais toute jeune et on m'a présenté Dominique Larrey. Et puis Dominique Larrey, qui n'était pas du tout, mais non, voilà, et qui a toujours traité tous les collègues, tout le monde de la même façon et qui avait particulièrement, tu as toujours eu un encouragement par rapport à la jeunesse, par rapport aux jeunes collègues en disant il faut laisser la place aux jeunes, là où d'autres avaient tendance à dire non mais il faut attendre d'être un peu expérimenté pour pouvoir parler de ça ou travailler sur telle question, etc. Et d'ailleurs c'est pour ça que sur la fin de ta carrière aussi tu as switché avec ta directrice adjointe et que vous avez inversé vos fonctions et que tu as laissé ta place de directeur à ta jeune collègue. Et tu t'es pas contenté d'encourager la jeunesse, je pense que tu as suivi aussi l'évolution du métier. On peut dire que le métier a énormément bougé, et pas seulement en termes de technologie. Voilà, il y a plein de choses qui ont bougé. On fait plus le même métier hein, depuis qu'on a commencé, et je pense que ça va continuer aussi, que la jeune génération maintenant, dans quelques années, elle va aussi se dire mais c'était pas tout à fait ça que je faisais au début, et voilà, et c'est normal et c'est très bien. On vit un métier qui évolue, et tu as toujours suivi ces évolutions, tu as toujours vraiment promu l'agilité du bibliothécaire, et au-delà de ça, il y a tout ton côté humain aussi, toutes tes qualités de bon sens, d'engagement, d'humanité, d'humour, de modestie, une grande bienveillance. Je vais prendre un terme que tu as utilisé tout à l'heure aussi, tu es un bibliothécaire chatoyant, il y a des collections. Et je pense qu'il était plus que temps que tu aies cette médaille. Et là, je me sens un petit peu comme Thierry Frémaux, dernier Festival de Cannes, quand il a remis une palme d'honneur à Harrison Ford, etc. Et je peux te le dire, Dominique, tu es l'Indiana Jones des bibliothèques. Indiana Jones luttait pour l'Arche perdue, et à défaut de chapeau et de fouet, eh bien écoute, je vais être très heureuse de te remettre cette médaille. Je vais prononcer les mots protocolaires que je suis obligée de prononcer pour que cette remise ait toute sa valeur. Donc, au nom du président de la République, avance la main, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite.
Joël, il me revient de dire quelques mots pour te remercier des tiens. D'abord, pour préciser pourquoi seul parmi les prétendants tu pouvais me le remettre, parce que tu l'as déjà. Et que suivant le règlement de la grande chancellerie, voilà, c'est une affaire de seul un chevalier peut faire chevalier. Alors, bon, c'est une reconnaissance de la République, donc on ne doit pas, comme toi, la négliger, ni s'en moquer. Il y a quelque chose de normal. Il faut dire aussi deux choses. D'une part, il y a quelque chose de collectif, parce que ce sont les ministères qui proposent. Donc, il y a des fournées, etc. Et donc, c'est bien que le ministère de la Culture, qui, à juste titre, propose de récompenser des créateurs et des médiateurs, etc., qui sont dans la culture, sans qui on n'existerait pas d'ailleurs, parce qu'on n'a rien à transmettre. Je pense aussi aux bibliothèques de temps en temps, donc ils ont pensé à toi. Et puis, bon, voilà, suite sans doute à un complot peut-être ourdi dans l'ombre. Et donc, je n'étais avisé que quand le journal officiel est paru et qu'une collègue m'a dit « Tiens, regarde ce journal officiel, ah bon ?» qui a fini par aboutir. Alors, je voudrais associer aussi Thierry Clair, qui longtemps a été au SLL, puis avant la DLL, au ministère de la Culture, qui l'a aussi, et qui est quelqu'un qui n'est pas forcément connu de la plupart, mais qui a joué un rôle extrêmement important, un peu dans l'ombre, au ministère de la Culture pour faire le lien. C'était un véritable relais d'intermédiaire entre voilà, tout le monde des bibliothèques et puis le ministère, avec tous ses arcanes, ses spécificités. Il a été extrêmement précieux. Bon, il a choisi maintenant, mais après de nombreuses années au ministère, de passer à la direction de la bibliothèque des Archives nationales. Mais voilà, et je vous dis ça parce qu'il souhaitait être là aujourd'hui, et puis pour des raisons professionnelles, voilà, et il en a été empêché. Donc je lui salue. Je pense qu'on peut lui donner aussi, comme à Anne par ailleurs, un coup de chapeau. Et aussi dire que c'est important la collaboration qui existe, et qui en ce moment est assez intense, entre l'association et le ministère. Ça ne veut pas dire qu'on est aux ordres du pouvoir tel qu'il est, mais on a des choses à faire ensemble et voilà, et pour avancer un certain nombre de dossiers. Alors d'abord, on doit beaucoup à beaucoup de gens, c'est quelque chose de collectif, et donc moi j'ai eu la chance d'arriver dans une profession pour laquelle j'avais aucune vocation au départ, c'est un peu par hasard, qui s'est retrouvé, et grâce à cette chemin dans la profession, j'ai connu beaucoup de collègues de toutes sortes, c'était extrêmement enrichissant, j'en connais encore, ça continue, des nouveaux, et c'est formidable, ça se renouvelle, c'est comme les collections, c'est un flux, la profession. Et donc voilà, c'est enrichissant, et c'est un peu une reconnaissance qui a un caractère collectif, je pense, et c'est comme ça que je le prends. Alors, me retrouvant dans cette profession, j'avoue que j'ai beaucoup aimé élargir de la bibliothéconomie et je me suis dit, tiens, j'aurais voulu faire telles et telles études. J'ai fait des études d'histoire et de géographie. L'histoire et la géographie, ça m'est resté, mais aussi la sociologie, je me suis servi, l'économie, la politique, les politiques publiques, le droit, les sciences de l'information, plus importantes que son extrait, qui est la bibliothéconomie, etc. Et puis, toujours considérer que la bibliothèque n'est pas un isolat, mais c'est parmi d'autres, ça n'a plus son sens que parmi d'autres. Donc j'ai essayé à mon niveau, avec ma façon, de lutter aussi contre le corporatisme. Et j'ai beaucoup aimé dans un bain bibliothécaire, mais pas seulement au chaud, dans une communauté, donc que je n'aime pas trop, mais ne serait-ce que dans les congrès de l'ABF, que j'ai beaucoup fréquenté, pratiquement tous les ans. J'ai aussi aimé être avec les élus, avec les gens du ministère, avec les fournisseurs. Il y a des époques où j'ai fait beaucoup de choses avec les fournisseurs, notamment sur la normalisation, etc. Donc voilà, tout ça fait un espèce de... Enfin, c'est un petit monde, mais qui n'est pas seulement celui des fonctionnaires et des agents publics. Voilà. Je me suis dit que j'ai fait le choix de... J'ai toujours été intéressé par la politique. J'ai été aussi touché, j'avais 17 ans en mai 68, et donc je suis marqué par ça. J'ai toujours été, mais j'ai fait le choix de ne pas militer directement en politique, j'aurais pu, mais je me suis dit que j'ai fait de la politique d'une certaine façon. Comme je vous ai expliqué, on est les messieurs Jourdain de la politique publique, et donc d'une certaine façon, j'en ai fait par ce bout de la lorguette,
et donc toujours vu la signification politique, hein, et non pas partisane, des bibliothèques. Et puis on m'a toujours souvent accordé une capacité de synthèse. Il y a des limites à ça. D'une part, j'ai mes angles morts comme tout le monde, et d'autre part, je ne suis pas forcément d'accord avec tout le monde, et tout le monde n'est pas forcément d'accord avec moi, et c'est très bien comme ça. Alors, j'ai eu aussi une chance dans ma carrière, c'est un peu comme Obélix de tomber dans le web quand j'étais tout petit, enfin, non, j'étais pas tout petit, c'était en 71, j'avais 41 ans, mais je suis tombé tout de suite dans le web par des hasards professionnels, donc j'ai suivi ce changement absolument extraordinaire, hein, qu'on appelait à l'époque la société de l'information. C'est un changement technique et culturel fondamental qui continue. On a vu ce matin aussi une nouvelle illustration. Et donc, c'est formidable de voir que ça change tout le temps et qu'il faut se repérer dans ces changements. Et on a vécu des sacrées révolutions, puisque on a dit que c'était à peu près l'équivalent de l'invention de l'écriture ou de l'invention de l'imprimerie. Enfin, on est dans ces mutations-là. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est d'être acteur. Et on a un métier qui a la chance d'être complètement au milieu de tout ça, dans ce tourbillon. Et donc, si on reste immobile, on tombe. Et donc, il faut continuer. Alors, j'ai aussi beaucoup parlé, comme j'ai fait là. J'avoue que j'ai fait du théâtre amateur à un certain moment. Et que j'aimais un peu la scène. Et donc, je trouve un plaisir, j'avoue, de la scène. Hein, ça fait partie de devenir un public, et j'ai fait plus des choses un peu etc. comme ça que du participatif dans les interventions, mais bon, ça fait partie de mon parcours et du plaisir que j'y ai eu. J'ai parfois des scrupules, c'est-à-dire que d'une certaine façon, peut-être que parler c'est empêcher de parler, qu'agir c'est empêcher d'agir, écrire c'est empêcher d'écrire. Donc voilà, c'est toujours la difficulté, est-ce qu'on fait, mais est-ce qu'on ne fait pas trop à la place, hein, voilà. Et bon. Et puis, mon petit message pour l'association, c'est vachement important qu'il y ait des associations. Heureusement qu'il y a des associations. Et que les associations, c'est du boulot, mais il ne faut pas que ce soit de la culpabilisation. Hein. Donc on fait ce qu'on peut, quand on peut, etc. Hein, surtout. Et puis les collègues qui nous disent « Hey, qu'est-ce qui s'est passé? Que fait l'ABF » Et vous, qu'est-ce que vous faites, hein? Bon, voilà, c'est ça. Ça n'existe que parce qu'il y a des gens qui font. Et c'est normal que tout le monde ne fasse pas quelque chose tout le temps. Voilà, il y a un modèle que je comprends, que j'aime beaucoup. C'est le modèle de 99.1, qui est un modèle qui a été présenté par un consultant, j'ai oublié le nom, néerlandais, sur la participation dans les réseaux sociaux, mais pour moi qui me semble une constante anthropologique, c'est dans tout le système. Alors, le réseau social, mais c'est vrai dans la société, dans les partis, etc. Il y a 90% de participants inactifs, 9% un peu plus actifs et 1% permanents. Mais ce n'est pas forcément les mêmes. Et donc on est toujours dans un système d'action minoritaire. C'est un peu l'écume dont parlait Majid avant-hier. Mais c'est comme ça que ça marche, et qu'il y a de l'activité, et qu'on va pouvoir, etc. C'est pas tout le monde, tout le temps qui participe. Et quand on parle de participation des IEG, faisons attention à ça aussi. Hein. C'est pas tout le temps, etc. Alors quand c'est toujours les mêmes, ça pose aussi une question. Voilà. Donc c'est ça. Et donc, la sauce, c'est aussi de la charge mentale. J'ai vu le mot charge mentale, à juste titre, c'est aussi une forme de charge mentale. À un moment donné, on est là, si on ne prend pas en charge dans la continuité, ça ne se fait pas. C'est aussi un problème de charge mentale. Donc essayons de respecter les gens qui prennent la charge mentale et que la charge mentale circule, qu'on se la passe, ce ne soit pas toujours les mêmes. Voilà. Et puis, voilà, j'ai eu il y avait un mot d'ordre ancien, je ne sais pas si vous vous rappelez, que dans ma vie de jeune adulte, c'était « sérieux, ça ne veut pas dire triste ». Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire, et j'ai un peu fait passer souvent des sujets emmerdants, hein, assez techniques, etc. Mais ça marche parce que c'est pas triste, et on peut en rire, et c'est comme ça qu'on fait. Alors, j'ai trois principes, moi, vraiment qui me sont venus. Le premier, c'est contre la cohérence absolue. Je ne suis pas un amoureux de la cohérence, parce que la cohérence, c'est d'une fermeture
à l'autre et à l'avenir. Il faut que le système soit toujours en ouverture. Quand on est en cohérence, on est en fermeture. Le deuxième, c'est la parallaxe, c'est le fait de se déplacer, déplacer le point de vue et le paysage n'est pas le même. Donc, bibliothécaires se mettent à la place de l'usager, se mettent à la place de l'élu, du DGS, etc., hein, pour voir et pour comprendre l'autre comment ça marche, hein, et de ne pas être toujours bloqué sur sa position. Et le troisième, c'est le mélange de l'horizontal et du vertical. Bon, ma présentation, c'est un exemple. Hein. Voilà. Il y a besoin d'horizontalité, mais il y a aussi quelque chose d'institutionnel dans la bibliothèque qui est bienvenu, quelque chose qui vient de principe, etc. Voilà. Et donc, c'est à la fois la maison de tout le monde et la vitrine de la République, horizontale, verticale. Voilà. Ce qui me revient surtout de ce parcours. Merci.